Salut, c'est jusqu'à F. D'ouvre ton Vroly. Allez, on continue la lecture de Dostoïevski, Souvenir de la maison des morts. On en est maintenant au chapitre 6, le premier mois, suite. À mon arrivée au bagne, je possédais quelque argent, mais peu sur moi, car je craignais de me les voir confisquer. À tout hasard, j'avais quelques billets collés dans la reliure de mon évangile, seul livre permis. Ce livre, avec l'argent collé dedans, m'avait été donné à Tobolsk par des déportés qui, supportant leur exil depuis des dizaines d'années, avaient accoutumé de voir dans chaque malheureux un frère. Il y a en Sibérie des gens dont l'unique souci, il y a des gens en Sibérie dont l'unique souci consiste à venir fraternellement en aide aux malheureux. Ils s'inquiètent et se tourmentent à leur égard, comme s'il s'agissait de leurs propres enfants. Ils éprouvent pour eux une compassion désintéressée. Il me faut, si, il me faut dire ici quelques mots d'une rencontre de ce genre. Dans la ville où se trouvait notre bagne habitait une veuve nommée Nathalie Ivanovna. Aucun de nous, cela va de soi, ne pouvait faire connaissance avec elle. Elle devait avoir consacré sa vie à venir en aide aux exilés et surtout aux forçats. Avait-elle enduré dans sa famille un malheur semblable au nôtre? Un être qui lui était cher avait-il subi le même châtiment que nous? Je l'ignore, mais son bonheur consistait à faire pour nous ce qu'elle pouvait. Elle pouvait d'ailleurs très peu, par suite de sa grande pauvreté. Pourtant, nous, les enfermés, nous sentions que là-bas, de l'autre côté des murs, nous possédions une amie fidèle. Elle nous faisait parvenir des nouvelles dont nous avions grand besoin. En quittant le bagne pour m'en aller dans une autre ville, j'ai pu me rendre chez elle et faire sa connaissance. Elle vivait dans un coin du faubourg, chez un proche parent. Elle n'était ni jeune, ni vieille, ni belle, ni laide. On ne pouvait même pas deviner si elle avait de l'esprit ou de l'éducation. On remarquait seulement dans chacun de ses actes une bonté infinie, un désir irrésistible d'obliger, de soulager, de vous être agréable. Tout cela se voyait dans ses bons yeux doux. J'ai passé chez elle presque toute une soirée avec quelques-uns de mes camarades. Elle nous regardait dans les yeux, riait quand nous nous mettions à rire, partageait tous nos avis, et se donnait beaucoup de peine pour nous régaler de son mieux. Le thé fut servi avec une collation et des friandises. On sentait que si elle avait eu des milliers de roubles, elle aurait mis toute sa joie à réconforter nos camarades restés au bagne, à les soulager davantage. À l'heure des adieux, elle nous offrit en souvenir des porte-cigarettes. Elle les avait taillées elle-même dans un carton et collées dessus. Dieu sait de quelle façon. Du papier de couleur, comme celui qui recouvre les manuels d'arithmétique en usage dans les écoles. Peut-être en effet s'était-elle servie d'une arithmétique. Tout autour, pour l'élégance, elle avait mis une étroite bordure de papier doré achetée probablement exprès dans une boutique. Vous fumez, n'est-ce pas? Eh bien voilà, quelque chose qui pourra peut-être vous servir, nous dit-elle timidement, comme si elle s'excusait de la modicité du cadeau. Certains prétendent, je l'ai lu et entendu dire, que l'amour le plus élevé qu'on puisse porter à son prochain n'est encore qu'un immense égoïsme. Je ne comprends vraiment pas quel égoïsme pouvait bien receler. Je ne comprends vraiment pas quel égoïsme pouvait bien receler la conduite de cette femme.
Bien que je ne fusse guère riche à mon arrivée au bagne, je ne pouvais pas me fâcher sérieusement contre certains forçats qui m'avaient dupé presque dès la première heure, qui revenaient sans vergogne m'emprunter de l'argent une deuxième, une troisième et jusqu'à une cinquième fois. Mais je dois le reconnaître franchement, ce qui me vexait, c'était que tous ces gens aux roueries naïves me prenaient sans aucun doute pour un niais et se moquaient de moi. Précisément parce que jusqu'à une cinquième fois, précisément parce que jusqu'à une cinquième fois, je leur avais prêté de l'argent. Ils croyaient m'abuser avec leurs mensonges et n'avoir pas besoin de se gêner avec moi. Tandis que si je les avais rabroués durement, j'aurais sans nul doute conquis leur estime. Mais j'avais beau m'irriter, je n'arrivais pas à refuser. Excuse-moi, le livre est éclaté, là, il part en lambeaux. Comme c'est la quatrième fois qu'on lit, là, l'édition, là, les pages s'arrachent. Comme tu as pu le remarquer, si tu suis la vidéo depuis les vidéos depuis le début de ce livre. Mais j'avais beau m'irriter, je n'arrivais pas à refuser. Mon irritation venait justement de mon inquiétude concernant la conduite que je devrais tenir avec eux. Je sentais, je comprenais que dans ce milieu tout à fait nouveau pour moi, je me trouvais en pleine nuit, et que la vie est impossible dans les ténèbres. Il s'agissait donc pour moi de me préparer, et pour cela j'avais décidé d'agir franchement en me laissant guider par mes sentiments intimes et ma conscience. Toutefois, je savais aussi que ce n'était là qu'un aphorisme, hein, et que devant moi se trouvait la plus imprévue des mises en pratique. Aussi, à côté des petits soucis de mon installation dans la caserne, soucis dont j'ai parlé et dans lesquels m'engageait surtout Hakim Hakimich, à côté de l'intérêt que j'y prenais, une angoisse de plus en plus atroce me tourmentait. La maison des morts, me répétais-je, en considérant dans le crépuscule du seuil de notre caserne les forçats revenus de la corvée qui erraient désœuvrés à travers la cour, allant et venant des chambrées aux cuisines. D'après les attitudes et les visages, je m'efforçais de deviner les caractères. Ils passaient et repassaient devant moi, le front plissé ou affectant une gaieté bruyante. Ces deux aspects sont les plus fréquents et peuvent même caractériser le bagne. Ils échangeaient des jurons ou parlaient simplement entre eux, ou bien s'écartaient, comme pour se plonger dans leurs réflexions solitaires. Les uns l'air tranquille et calme, les autres l'air abattu et nonchalant. Certains même là, l'air avantageux, le bonnet à la tête, la peau de mouton jetée sur l'épaule, le regard insolent et narquois, le sourire effrontément moqueur. Maintenant voilà mon milieu, mon monde, pensais-je. Que je le veuille ou non, c'est là que je dois vivre. J'aurais voulu interroger sur eux Hakim Hakimich. J'aimais beaucoup à prendre le thé avec lui, afin de me sentir moins seul. Soit dit en passant, durant ces premiers jours, le thé fut peu à peu près, fut à peu près, le thé fut à peu près ma seule nourriture durant ces premiers jours. Hakim Hakimich ne refusait jamais mon invitation,
Hakim Hakimich ne refusait jamais mon invitation et préparait lui-même le piteux samovar de fer blanc, ustensile de fortune que M m'avait prêté. Hakim Hakimich sirotait d'ordinaire un verre de thé, car il avait même des verres. En silence, cérémonieusement, puis retournait le verre, me remerciait et aussitôt se remettait à la confection de ma couverture. Mais ce que j'avais besoin de savoir, il ne pouvait me le communiquer. Il ne comprenait pas pourquoi je m'intéressais tellement au caractère des forçats qui nous entouraient. Il m'écoutait avec un sourire finaud que je vois encore. Non, je ne dois rien demander. Chacun fait non, je ne dois rien demander. Chacun fait ses expériences lui-même, pensais-je. Le quatrième jour, exactement comme le matin où l'on changea mes fers, les forçats se rassemblèrent de très bonne heure sur 2 rangs dans la cour, devant le corps de garde, près de la porte d'entrée. Devant et derrière eux s'allongeaient 2 files de soldats, l'arme chargée, la baïonnette au canon. Tout soldat a le droit de tirer sur un détenu si celui-ci fait mine de s'enfuir. En revanche, il répond de son coup de feu s'il ne l'a pas tiré en cas de nécessité absolue. Il en va de même dans les rébellions ouvertes des forçats. Mais qui oserait prendre la fuite à la vue de tous? Un officier du génie, conducteur des travaux, arriva en compagnie de quelques sous-officiers et sapeurs de la même arme, désignés comme moniteurs. On fit l'appel. Les détenus qui travaillaient aux ateliers de couture partirent avant les autres. Ces habilleurs du bagne ne dépendaient pas du génie. Après eux, s'en allèrent ceux qui avaient un métier, puis ce fut le tour des simples tâcherons, une vingtaine d'hommes environ, parmi lesquels je me trouvais. Derrière la forteresse, sur le fleuve gelé, il y avait 2 vieilles péniches de l'État, qu'il s'agissait de démonter afin que le bois au moins ne fût pas perdu. Au reste, ce vieux matériel ne valait pas le diable. Le bois est en très bon marché dans notre ville, qu'entouraient des forêts immenses. On envoyait là les forçats uniquement pour les empêcher de se croiser les bras. On envoyait là les forçats uniquement pour les empêcher de se croiser les bras. Comme ils comprenaient fort bien, ils entreprenaient, comme ils le comprenaient fort bien, ils entreprenaient toujours cette corvée avec mollesse et apathie. Il en allait tout autrement quand le travail avait une raison, un but, surtout si nos gens pouvaient demander une tâche déterminée. Aussitôt ils s'animaient, et bien qu'ils ne sussent retirer aucun profit de leur besogne, j'ai pu constater combien ils s'évertuaient pour la finir au plus vite et au mieux. Leur amour-propre entrait en jeu. Mais dans le travail dont je parle, accompli plus pour la forme que par nécessité, il eût été difficile de demander une tâche. Il fallait donc peiner jusqu'au roulement de tambour qui, à 11 heures du matin, annonçait la rentrée. Par cette journée tiède et brumeuse, la neige semblait prête à fondre. Tout notre groupe se dirigea vers la berge dans un cliquet de chêne, car celle-ci, bien que cachée sous les habits, rendait à chaque pas un son clair et bref.
2 ou 3 hommes allaient reprendre au dépôt les outils indispensables. Je marchais avec eux tous et je me sentais plus animé. Enfin, j'allais donc voir de mes yeux en quoi consistaient les travaux forcés. Comment moi, qui n'avais jamais besogné de mes mains, allais-je me tirer d'affaire? Je me rappelle les détails les plus infimes. En chemin, nous rencontrâmes un homme à barbiche qui s'arrêta et plongea la main dans sa poche. Aussitôt un détenu se détacha de notre groupe, enleva son bonnet, reçut l'aumône, 5 kopecks, et reprit promptement sa place. L'homme se signa et continua sa route. Le matin même, les 5 kopecks furent dépensés à l'achat de croissants, qu'on partagea également entre tous. Dans notre escouade, les uns se montraient sombres, taciturnes, les autres indifférents, inertes. Certains devisaient avec apathie. Un de nous, même franchement joyeux, chantait et dansait sur la route, en faisant à chaque saut résonner ses fers. C'était précisément ce forçat trapu qui, le premier matin de mon séjour au bagne, s'était querellé au moment des ablutions avec un camarade qui se prétendait un oiseau kagane. Ce loustic, qui avait nom Skouratov, finit par entonner une chanson entraînante, dont je me rappelle le refrain. J'étais dans le moulin quand on m'a marié, sans me le demander. Il ne manquait qu'une balalaïka. Son extraordinaire bonne humeur, eut le don d'offusquer certains d'entre nous. Ils donnèrent libre cours à leur indignation. Le v'là qui hurle, grommela un forçat que l'affaire ne regardait en rien. Le loup ne connaît qu'une chanson, il faut qu'il la lui emprunte. Il n'est pas de tout là pour rien, insinuant un de nos rechignés avec la sangle du crâne. C'est ma foi vrai que je suis de tout là, répliqua aussitôt Skouratov. Mais vous autres gars de Poltava, vous ne bouffez que de la pâte, elle vous reste au gosier encore. Bougre de menteur. Et toi, dis voir un peu ce que tu bouffais dans ton patelin. Tu suçais tes savates, pour sûr. Et à 7 heures, le diable lui sert de la mitraille quand il se met à table, s'exclama un troisième. Je vais vous dire la vérité, les gars, répondit Skouratov. Je suis un enfant gâté. Il poussa un léger soupir pour montrer que son éducation efféminée le faisait souffrir. Et s'adressant à tous ensemble, il continua. Aussi loin que je me le rappelle, j'ai été bien éduqué. J'ai bouffé de la mer malade et de la déconfiture. Skouratov estropiait à dessein les mots. Aujourd'hui, mes frères tiennent encore boutique à Moscou. Ils sont marchands de courant d'air en gros et rudement cossus. Allez. Et toi, qu'est-ce que tu vendais? Tout ce qu'on veut, le sac et la corde. Quand j'ai reçu mes 200 premiers, roubles? Pas possible, interrompit un curieux, qui sursauta presque en entendant parler d'une aussi forte somme. Non, mon vieux, pas des roubles, des coups de bâton. Écoute, Lucas. Lucas, oui, mais pas pour toi. Je m'appelle Lucas Kuzmich,
répliqua en rechignant un petit forçat maigre au nez pointu. Va pour Luka Kuzmich, nom d'un. Luka Kuzmich, mais pas pour toi. Tu dois m'appeler oncle oncle Kuzmich. Que le diable t'emporte, toi et ton oncle. Pas la peine de rien te raconter. Mais moi qui voulais te dire quelque chose de gentil. Et alors, camarade, j'ai pas pu me tenir longtemps dans Moscou. On m'a servi dardard 15 coups de knout et on m'a expédié ici. Alors, qu'est-ce que t'avais bien pu faire pour ça? Interrompit un détenu qui écoutait avec attention. Défendu d'avoir patente, de boire au goulot et de jouer du rabot. Pour l'or, la coterie, il n'y a pas eu moyen de faire fortune à Moscou. Et moi, qui voulais tellement devenir riche, je ne peux pas vous dire combien ça me tenait. Plusieurs se mirent à rire. Skouratov était un de ces plaisantins débonnaires, un de ces farceurs qui font en sorte d'égayer leurs tristes camarades et qui pour cela ne récoltent guère que des injures. Il appartenait à un type de forçat remarquable et très particulier, dont je parlerai peut-être encore. Oui, et maintenant on peut te traquer comme une zibeline, rétorqua Luka Kuzmich. Rien que de tes frusques, on tirerait bien 100 roubles. Skouratov portait en effet la plus mince, la plus usée, la plus rapetassée des peaux de mouton. De tous les côtés, les guenilles pendaient. Il la considéra de haut en bas d'un air indifférent mais attentif. C'est vrai, répliqua-t-il, mais en revanche, ma tête vaut son pesant d'or. Quand j'ai dit adieu à Moscou, ce qui m'a consolé, voyez-vous, c'est de l'avoir encore sur mes épaules. Adieu Moscou, merci pour le bain de vapeur et le rafraîchissement, merci pour la bonne raclée. Quant à ma peau de mouton, mon bon ami, si tu ne la regardes pas, elle te fera pas mal aux yeux. Alors c'est seulement ta caboche qu'il faut qu'on reluque. Si encore elle était à lui, répondit Luka Kuzmich, vous voyez pas qu'il l'a eu pour l'amour de Dieu quand son convoi a passé par Tchoumen? Dis donc, Skouratov, tu avais un métier au moins? Un métier, lui? Il était meneur d'aveugles, insinua un défenseur de sourcils, et pendant qu'ils gargouillaient leurs complaintes, ils chipaient les crêpes qu'on leur donnait. Ma foi, répondit Skouratov, sans prêter attention à cette fileuse remarque, j'ai bien essayé de coudre des bottes, mais je n'ai pas été plus loin que la première paire. Et alors, on te l'a acheté? Pour sûr, je l'ai collé à un type qui ne craignait ni père ni mère, ni Dieu ni diable. Faut croire que le bon Dieu voulait le punir. Tout autour de Skouratov, les rires fusèrent. Ici une fois, j'ai essayé de m'y remettre, continua Skouratov avec un calme imperturbable. J'ai remonté les bottes du lieutenant Stepan Fyodorovitch pour Mortsev. Et alors il a été content? Ma foi, non, pas du tout. Il m'en a dit toutes les couleurs, et même qu'il m'a envoyé son genou dans le bas du dos. Quelle fureur, mes petits agneaux. Ah, elle m'a rudement déçu, ma vie, ma coquine de vie.
Au bout d'un moment, le mari d'Acouline s'en vint voir dans la cour. Il fredonnait de nouveau en battant du talon et en... Il fredonnait de nouveau en battant du talon et en sautillant. Au bout d'un moment, le mari d'Acouline s'en vint voir dans la cour. Il fredonnait de nouveau en battant du talon et en sautillant. Oh, quel écervelé, grogna le petit russe qui marchait à côté de moi, en lui lançant un coup d'œil de haineux mépris. Un vrai propre à rien, trocha un autre d'un ton décisif. Je ne compris pas pourquoi on en voulait à Skouratov, mais j'avais déjà eu le temps de remarquer que les hommes gays étaient tenus dans une sorte de mépris. La haine du petit russe et des autres me semblait venir de quelques ressentiments. Mais je me trompais. On lui en voulait de se tenir mal, de n'avoir pas cet air de fausse dignité dont tous les forçats subissaient la contagion et qui les faisait se gourmer jusqu'au pédantisme. Bref, selon leur expression, c'était impropre à rien. Néanmoins, on ne traitait pas tous les farceurs comme Skouratov et quelques autres. Plus d'un, en effet, ne se laissait pas faire. Tandis que le bon garçon sans malice se trouvait rendu au mépris, le persifleur qui montrait les dents et ne laissait personne lui marcher sur les pieds inspirait le respect. Il se trouvait justement un railleur de cette trempe dans notre escouade, mais je ne l'ai connu sous son vrai jour que beaucoup plus tard. C'était un joyeux compagnon assez bien tourné de sa personne, avec une grosse verrue sur la joue et un visage plutôt fin et joli, mais à l'expression fort comique. On l'appelait le pionnier, parce qu'il avait servi dans le génie. Il appartenait à la section spéciale. J'aurais encore à parler de lui. Cependant, tous les forçats sérieux n'étaient pas aussi expansifs, aussi irritables que l'homme de l'Ukraine. Certains d'entre eux visaient à la prééminence par leur habileté au travail, leur adresse, leur caractère, leur esprit. Beaucoup d'entre eux ne manquaient ni d'intelligence ni d'énergie pour atteindre le but visé, c'est-à-dire la renommée et une grande influence morale sur leurs camarades. Ces sortes de virtuoses étaient souvent les ennemis jurés les uns des autres, et chacun en particulier faisait beaucoup d'envieux. Ils regardaient les simples forçats du haut de leur importance et non sans dédain. Ils évitaient les querelles inutiles, étaient fort bien notés, dirigeaient en quelque sorte les travaux. Aucun d'eux n'aurait tracassé quelqu'un pour une chanson. Ils ne s'abaissaient pas jusque-là. Avec moi, ces gens-là se montrèrent, pendant tout le temps de ma détention, d'une politesse parfaite, mais assez peu loquace. Affaire de dignité, sans doute. J'aurais aussi à revenir sur leur compte. Nous atteignîmes la berge. En bas sur la rivière, la vieille péniche à démolir se trouvait prise dans la glace. De l'autre côté du fleuve, la steppe bleuissante s'étendait vide et triste. Je m'attendais à voir tout le monde se jeter au travail, mais personne n'y songea. D'aucuns s'assirent sur des poutres qui traînaient. Presque tous tirèrent de leurs bottes une blague pleine de gros tabac sibérien qu'on achetait en feuilles à 3 copettes la livre et une courte pipe en bois de saule taillée au bagne même. Ils se mirent à fumer. Les soldats de l'escorte firent cercle autour de nous et commencèrent leur surveillance d'un air ennuyé. Quelle idée de démolir cette péniche, bougonna un des galériens sans s'adresser à personne.
On a donc besoin de ce petit bois. Celui qui n'a pas peur de nous a eu cette fameuse idée-là, faut croire, rétorqua un autre. Où diable vont ces gars paysans demanda celui qui avait parlé le premier, sans plus penser à sa question et sans écouter la réponse en montrant du doigt au loin une troupe de gens qui avançaient à la file dans la neige immaculée. Chacun sans hâte se tourna du côté indiqué et par désœuvrement couvrit de brocards les paysans. Un de ceux-ci, le dernier, marchait d'une façon très drôle, en écartant les bras et en penchant de côté une tête coiffée d'un bonnet fourré, rond comme un gâteau de sarrasin. Haïssement bien attifé, le gars Petrovitch. En a-t-il de bouillot à Fussio plaisanta quelqu'un en contrefaisant le parler des compagnards. Chose curieuse, encore que la moitié d'entre eux fût sortie du village, les forçats regardaient de haut les gens de la campagne. Pigez-moi le dernier, les gars. Dirait-on pas qu'il plante des navets? Ce gros empoté-là? Il a sûrement du foin dans ses bottes. Ça l'empêche d'avancer. Tous éclatèrent de rire, mais d'un rire traînant, sans joie. En ce moment apparut une marchande de croissants, gaillarde, délurée. On lui en acheta pour les 5 kopecks d'aumône, et on les partagea fort équitablement. Le jeune gars qui revendait dans les chambrées en prit 2 dizaines, et en exigea 3 pour sa peine au lieu de 2 comme de coutume. Mais la femme ne voulut rien entendre. Alors, et ça, tu le vends aussi? Quoi ça? Ce que les souris ne grignotent pas. Attends, poison, cria la marchande en éclatant de rire. Enfin apparut, bâton à la main, notre sous-officier, préposé aux travaux. Alors qu'est-ce qu'on attend? Commencez. Eh bien, Ivan Matveitch, donnez-nous une tâche, dit un des meneurs en se levant lentement de sa place. Vous ne pouviez pas la demander plus tôt? Il s'agit de démonter la péniche. C'est ça la tâche. Enfin, les forçats se levèrent et se dirigèrent sans se presser vers la rivière. Dans le groupe apparurent des moniteurs, en parole du moins. On démonta, pardon, on démontra, on démontra qu'il ne fallait pas démolir à tort et à travers, mais autant que possible garder les planches et surtout les liures transversales fixées par des chevilles dans toute la longueur du bateau. Travail long et fastidieux. En premier lieu, tirez-moi cette poutre-là. Allons-y, les enfants, proposa un simple manœuvre, tranquille, peu loquace, et qui jusqu'alors n'avait soufflé mot. Et se penchant, il empoigna des 2 mains une grosse poutre, dans l'attente d'une aide. Mais personne ne vint à lui. Essaie voir un peu, tu la lèveras pas tout seul, et si ton grand-père l'ours était là, il la lèverait pas non plus, grogna quelqu'un entre ses dents. Mais alors, les amis, par où donc commencer? J'en sais ma foi trop rien, reprit d'un ton penaud celui qui avait pris les devants. Il lâcha aussitôt la poutre et se redressa. Tu n'abattras quand même pas la besogne à toi tout seul. Pas besoin de faire le gros malin.
Il saurait pas donner le grain à trois poules et ici, il fait des embarras. En voilà, t'es pas un rafio. Mais vous savez, s'excusa l'homme, ce que j'en disais. Alors quoi, faut-il vous mettre sous globe ou bien vous salez pour cet hiver? Cria le sous-officier en regardant avec un certain malaise ces 20 hommes groupés qui ne savaient pas par quel bout s'y prendre. Allez, Ous, dépêchons-nous. On ne fait jamais rien de bien quand on se dépêche, Ivan Matveitch. Et c'est pour ça que t'attends. Allons, Saveliev, espèce de bavard. C'est à toi que je parle. Qu'attends-tu là? Pourquoi écarquiles-tu les yeux? Allons, Oust. Qu'est-ce que je peux faire tout seul? Fixer une tâche, Ivan Matveitch. Je l'ai déjà dit, pas de tâche. Démolissez la péniche. Après, vous rentrerez. Allez, Oust. On s'y mit enfin, mais sans entrain, sans adresse. C'était pénible de voir des hommes aussi vigoureux, incapables en apparence d'entreprendre ce travail. À peine eut-on commencé à détacher la première et la plus petite des lures qu'elle se rompit net. Elle s'est cassée toute seule, dirent les forçats aux surveillants pour se justifier. On ne pouvait donc pas s'y prendre ainsi. Une longue discussion s'ensuivit entre les détenus sur la manière de travailler. Peu à peu, on en va aux injures et cela menaçait d'aller plus loin. Le surveillant se remit à crier, à agiter son bâton, tandis qu'une nouvelle lure se rompait encore. On s'aperçut alors que les haches manquaient et qu'il fallait encore apporter je ne sais quel outil. Aussitôt deux forçats partirent sous escorte en prendre à la forteresse. Dans l'attente, toutes les autres s'assirent paisiblement sur la péniche, sortirent blagues et pipes et se remirent à fumer. Le sous-officier cracha de colère. Oui, décidément, c'est pas le travail qui vous tuera. Ah, le sale monde, le bougre de sale monde, bougonna-t-il. Puis avec un geste d'impuissance, il reprit le chemin de la forteresse en agitant son bâton. Le conducteur des travaux arriva 1 heure après. Il écouta tranquillement les doléances des forçats, annonçait qu'il donnait encore en tâche 4 lures à décheviller sans les casser, et de plus une grosse partie de la péniche à démolir, après quoi nous pourrions rentrer. La tâche était grosse, mais oh mon Dieu, comme on s'y jeta. Plus d'inertie, plus d'hésitation. Les haches entrèrent en danse, les chevilles s'enlevèrent. Ceux qui n'avaient pas de hache plaçaient de grosses perches sous les lures. Ceux qui n'avaient pas de hache plaçaient de grosses perches sous les lures, que 20 mains pesant dessus à la fois faisaient sauter de leur place, adroitement, artistement, et à ma grande surprise, tout à fait intactes. Le travail avançait avec rapidité. Tous brusquement semblaient aptes à l'ouvrage. Pas de jurons, pas de discussion inutile. Chacun savait quel geste faire et quel conseil donner. Une demi-heure avant le roulement du tambour, la tâche était terminée. Les forçats rentraient au bagne fatigués, mais satisfaits. Cette demi-heure gagnée sur le temps imposé, les avait tous mis de bonne humeur. Pour mon compte, je fis une remarque curieuse. Partout où je voulais me mettre pour les aider dans leur besogne,
On me repoussa. Je n'étais nulle part à ma place. Partout je gênais. Partout on me chassait en m'insultant presque. Le pire locteux, le pire manœuvre, qui ne se hasardait pas à dire un mot devant ses camarades plus dégourdis et plus discrets, se croyait le droit de m'injurier si je m'arrêtais de près de lui et prétendait que je le gênais. Enfin, un des dégourdis me dit brutalement, grossièrement, ne restez donc pas planté là, fichez le camp. On se tient à l'écart quand on est bon à rien. Fourre ça dans ton sac, approuva un autre aussitôt. Tu ferais mieux, dit un troisième, de prendre une tirelire et de t'en aller quêter pour les abrutis par l'abus du tabac. Il est pénible de rester debout les bras ballants quand tout se travaille. Pourtant, quand je voulus effectivement me retirer à l'écart au bout de la péniche, les cris recommencèrent. Eh ben, il n'y a pas à dire. Ils sont beaux, les êtres qu'on a ici. Sitôt qu'on veut les employer, ils se défilent. Tout cela était fait avec intention. Il prenait plaisir à humilier un homme bien élevé et profitait de l'occasion pour s'en donner à cœur joie. On conçoit maintenant pourquoi la première question que je me suis posée fut de savoir comment me comporter avec ces gens-là. Je pressentais que souvent j'aurais avec eux des heurts pareils à celui-ci. Malgré cela, je décidai de ne rien changer au plan de conduite que je m'étais tracé et que je savais juste. Voici en quoi il consistait. Me tenir le plus simplement possible, rester indépendant, ne faire aucun effort pour me rapprocher d'eux, mais aussi ne pas les repousser s'ils désiraient venir à moi. Ne craindre ni leurs menaces, ni leur haine, agir comme si je ne m'en doutais point. Ne pas me rapprocher d'eux à certains moments, ni me faire leur complice dans certaines coutumes et habitudes. Bref, ne pas rechercher moi-même leur camaraderie. J'avais deviné au premier regard qu'ils me mépriseraient aussitôt, et si qu'ils me mépriseraient aussitôt si je m'y prenais différemment. Car à leur idée, je l'ai su plus tard avec certitude, mon origine noble m'autorisait à jouer l'important devant eux, c'est-à-dire à rechercher des égards, à montrer difficile et délicat, à ne rien faire de mes 10 doigts. Cette conduite m'aurait valu leurs injures ouvertes et leur respect caché. Mais un tel rôle ne me convenait pas. Je ne pris jamais avec eux les manières qui croient celles des gentilshommes. Mais en revanche, je me jurais de ne jamais ravaler par la moindre concession mon éducation ni mes pensées intimes. Si je m'étais commis avec eux, si j'avais entrepris de gagner leur bonne grâce par des familiarités et des complaisances, ils en auraient aussitôt conclu que j'agissais par lâcheté et m'auraient traité en conséquence. Ah, n'était pas un exemple à suivre. Ils les dénonçaient au major, et ils avaient peur de lui. D'un autre côté, je n'avais pas envie de me cantonner, à l'instar des Polonais, dans une froideur et une politesse hautaine. Je voyais très bien à ce moment qu'ils m'en voulaient parce que je tenais à me rendre utile au lieu de me plaindre et de grimacer devant eux. Bien certain que plus tard, ils seraient obligés de changer d'idée sur mon compte. Je n'en étais pas moins mortifié.
Du seul fait que je voulais travailler sans savoir m'y prendre, ils avaient quand même le droit de me mépriser. Quand je rentrais le soir, harassé de fatigue, je fus pris d'une tristesse poignante. Combien de milliers de jours pareils ai-je devant moi, tous les mêmes, tous pareillement uniformes, me disais-je. En silence dans la nuit tombante, j'irais seul derrière les casernes, le long de la palissade, quand notre boulot courut droit à moi. Boulot était le chien du bagne, car il y a des chiens au bagne, comme il y a des chiens de compagnie, de batterie ou d'escadron. Ils vivaient là depuis un temps indéterminé, tenant chacun pour son maître et se nourrissant des rebuts de la cuisine. C'était un assez grand matin, pas très vieux, aux poils noirs mouchetés de blanc, à la queue touffue, aux yeux intelligents. Personne ne le caressait, personne même ne faisait attention à lui. Dès le premier jour, je l'avais flatté en lui donnant du pain. Tandis que je le câlinais, il ne bougeait pas, me regardait tendrement et agitait la queue pour témoigner son plaisir. Quelques jours s'étaient écoulés sans qu'il me revît, moi qui, le premier depuis des années, avais daigné le caresser. Il courut me chercher parmi mes compagnons, et m'ayant enfin découvert derrière les casernes, il bondit en aboyant à ma rencontre. Je ne sais plus ce qui se passa en moi, mais je l'embrassai. Je lui pris la tête entre mes mains, cependant qu'il posait ses deux pattes de devant sur mes épaules et me mettait en devoir de me lécher le visage. Voilà l'ami que le destin m'envoie, pensai-je. Et tous les soirs, au cours de ces premières semaines de douleur, je me précipitais en rentrant de corvée derrière les casernes. Boulot sautait et aboyait devant moi. Je lui prenais la tête, je le couvrais de baisers, tandis qu'un sentiment très doux et néanmoins d'une amertume poignante me serrait le cœur. Je me complaisais, il m'en souvient, dans mon tourment. Je me complaisais, il m'en souvient, dans mon tourment. J'éprouvais une jouissance à me dire qu'il ne me restait plus qu'un seul ami au monde, le bon, le fidèle Boulot.